Merci beaucoup, Laura. Alors justement, on est en direct avec Pierre-Antoine Donnet, rédacteur en chef de AsiaList et de Asia Magazine. Bonjour à vous, merci d'être en direct sur LCI. On voit bien que ça commence à se tendre un peu du côté de Taïwan. Est-ce que vraiment il y a une crainte, selon vous, d'une attaque imminente ? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une attaque imminente dans la mesure où Xi Jinping, donc le président chinois, ne déclencherait les hostilités réelles que s'il était absolument sûr de gagner cette guerre. Et il ne l'est pas pour le moment. Donc ça n'est pas pour demain, ni même, je pense, après-demain. En revanche, là, il est tout à fait clair, et ça a été dit, et ça, je peux le confirmer, c'est que l'armement dont dispose la Chine est aujourd'hui beaucoup plus sophistiqué qu'il ne l'était il y a encore 5 ans, que les missiles sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus précis, beaucoup plus difficiles à détecter, que la Chine est réarmée également sur le plan nucléaire, dans la mesure où maintenant on en est proche de 500 ogives nucléaires, alors qu'on en était à moins de 100 il y a encore 15 ans. Donc, si vous voulez, il y a un effort militaire absolument conséquent qui vise bien entendu Taïwan, mais également à impressionner le reste du monde. Et j'ajouterai une donnée qui est là aussi tout à fait nouvelle, c'est qu'il me semble désormais absolument avéré le fait que la Chine est devenue aussi une alliée sur le plan militaire de la Russie. Donc aujourd'hui, les États-Unis, ça beaucoup de généraux américains l'ont déjà dit depuis des années, les États-Unis sont en état d'infériorité possible dans cette zone du monde. Xavier, là aussi où on peut s'interroger, c'est de se dire, on sait que la Chine ne reconnaîtra jamais Taïwan comme un État indépendant. Ça a été clair, ça a été dit, c'est une ligne rouge. Ça veut dire que, mécaniquement, on pourrait laisser la situation telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire dans une espèce de flou, une espèce d'imbroglio. Mais ça veut dire qu'on doit aussi potentiellement se préparer à ce qu'il y ait une attaque chinoise à un moment. Et c'est clairement ce vers quoi on se... Le statu quo, c'est pas du tout ce qu'entend Xi Jinping. Exactement. Xi Jinping est très 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 clair, et tous les membres du Parti communiste chinois autour de lui aussi. Il faut récupérer à terme Taïwan. De quelle manière? En faisant une démonstration de force comme celle-ci, en installant des bases de missiles, en mettant une pression de plus en plus forte, notamment sur Taïwan effectivement, mais aussi sur le Japon, sur la Corée du Sud, qui sont des alliés en théorie des Américains. C'est-à-dire que pour éviter un conflit, tous ces acteurs de la région pourraient essayer de convaincre Taïwan de retourner dans le giron chinois. En fait, pour le moment, ce qui semble quand même, c'est que le pouvoir chinois entend faire revenir ou venir Taïwan, pour être plus juste, dans le giron de la Chine communiste par cette pression et par la politique. Il y a à Taïwan un parti, le parti de Chiang Kai-shek, le Kuomintang, qui n'est pas du tout opposé à des discussions avec les Chinois. Alors c'est un peu paradoxal, puisque c'est le parti qui s'était réfugié à Taïwan quand les communistes ont pris le pouvoir en 1949, mais il y a des ponts, il y a des choses qui se passent, il y a des échanges, et les Chinois comptent là-dessus, effrayer, faire pression sur la population taïwanaise pour qu'un jour ou l'autre, dans 10 ans, dans 20 ans. Et si jamais ça ne fonctionnait pas, l'option militaire, on le voit bien, est toujours sur la table, et on s'aperçoit aussi que dans le cas d'une présidence Trump, l'aide des États-Unis n'est pas du tout garantie. Quelque chose de certain, quelque chose de garanti. Justement, Monsieur Donnet, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'une solution diplomatique puisse voir le jour? Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait un moment qu'on ne trouve pas de solution non plus. Est-ce que selon vous, il y aura une attaque? Est-ce que le tout est de savoir s'il y en aura une ou quand il y en aura une? Des négociations diplomatiques ne mèneraient à rien, sauf de la part de Taïwan à accepter une soumission totale. C'est-à-dire tout simplement de dire très bien, on accepte vos conditions, point à la ligne. Donc ce n'est pas l'atmosphère aujourd'hui effectivement qui prévaut à Taïwan. Je rentre de Taïwan il y a quelques jours. Alors j'y vois une certaine sérénité qui dure depuis très longtemps, mais aussi quand même une inquiétude qui commence à grimper. Parce que là, ça a été dit juste avant moi, la grande inconnue, c'est Donald Trump. Qu'est-ce qu'il fera si un jour, effectivement, les hostilités devenaient vraiment réelles? Et rien n'est moins sûr aujourd'hui. Il pourrait tout simplement abandonner Taïwan déjà avant. Et à vrai dire, on voit très bien, même si ça n'est pas dit explicitement, que derrière son désir incroyable de vouloir absolument à tout prix rencontrer Xi Jinping, il le fera très bientôt dans le cadre de la PEC. Eh bien, se cache en revanche de la part de Pékin un donnant-donnant, c'est-à-dire nous sommes prêts bien entendu à organiser cette rencontre, mais ce qui n'est pas dit, c'est que évidemment la partie chinoise exige de la part des États-Unis et en particulier de son président des concessions sur Taïwan. Oui, évidemment, et pour accéder à ces concessions, ce que la Chine proposerait, c'est un accord commercial. En effet, on voit bien quand même, Sébastien Abyss, qu'un accord commercial, ça peut parler à Trump, il adore ça, le business.
Oui, et ça pourrait marcher. Encore une fois, il y a une question de temporalité, c'est-à-dire est-ce que Xi Jinping et la Chine, qui ont toujours, dans le cas de Taïwan, n'ont pas fait mystère sur le fait que Taïwan reviendrait pleinement à la maison, mais de jouer un peu la montre. Est-ce que finalement, là, il n'y a pas une fenêtre d'opportunité vue de Pékin, parce que Trump est au pouvoir, parce que le contexte international est ce qu'il est, parce qu'on ne sait pas très bien si finalement les démocraties voleront au secours des démocraties, surtout dans cette zone d'Asie où la Chine aujourd'hui a une puissance qui n'est plus du tout la même qu'il y a 10-15 ans. Et donc, est-ce qu'il y aurait une fuite en avant de Xi Jinping à vouloir beaucoup plus tôt que prévu récupérer Taïwan? Ça, c'est une vraie question qui est sur la table. Et en miroir, il y a les arguments. Les arguments de qu'est-ce qui permettrait d'éviter un conflit. Encore une fois, éviter que Taïwan ne glisse sur le plan économique et commercial, c'est un argument massif puisque aucune démocratie dans le monde aujourd'hui n'est prête à proposer à ses citoyens de revenir en arrière en termes de développement. Je pense que nous devons être vigilants sur ce point par rapport à Taïwan comme pour le reste des démocraties dans le monde. C'est-à-dire la marche arrière n'est pas autorisée. Il n'y a aucune démocratie où l'économie n'existe pas. Toutes les démocraties où les économies s'effondrent perdent leur vitalité démocratique et perdre la cohésion nationale. Il peut y avoir des dictatures sans économie forte, il peut y avoir des dictatures avec des économies fortes, mais des démocraties sans économie forte, ça n'existe pas ou ça ne tient pas longtemps. Et Taïwan aujourd'hui est quand même une grande puissance économique. Bien sûr. La population a eu des développements humains considérables ces dernières années. Si vous présentez une situation où d'un point de vue militaire, en gros, la partie est jouée d'avance et vous ne faites pas le match, mais vous gardez vos avantages de niveau de vie, de développement humain, etc., bah encore une fois, les opinions publiques sont ce qu'elles sont en démocratie, c'est qu'on est accroché à nos privilèges. Et je pense que, vu de France, on aurait du mal à faire la leçon aujourd'hui. Oui. Colonel. Vous savez, c'est très intéressant parce qu'on est dans une zone qui est assez inconnue. Et moi, j'ai eu l'occasion dans ma carrière d'officier de lire Sun Tzu, qui est le grand penseur chinois. Il dit toujours qu'il faut faire la guerre sans la faire. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait un conflit demain. Et pour la simple raison, c'est qu'on est dans les démonstrations de force. On est sur un rééquilibrage. L'armée chinoise, on est loin du compte avant d'arriver au niveau des États-Unis. Rien que sur la marine, par exemple. Donc, on est loin du compte. Donc, on voit qu'il y a du rattrapage, mais on n'y est pas encore. C'est vrai qu'il y a eu des signes un peu annonciateurs, un peu étranges, oui, comme le défilé du 3 septembre. Oui, tout à fait. Là, les Chinois ont démontré qu'ils avaient fait un saut technologique extrêmement important. D'ailleurs, je vous interromps, défilé lors duquel on a vu à la fois Xi Jinping, Kim Jong-un et Vladimir Poutine réunis à Pékin, en effet, pour assister, on voit les images, à ce défilé très impressionnant. Ouais. Et on est vraiment sur le retour des grandes puissances. Donc très concrètement, mettons-nous à la tête de Xi Jinping 30 secondes. Quel est son intérêt? Trump, il a une problématique sur le Groenland, sur l'Arctique, sur le Canada, sur le Mexique et sur le canal de Panama. Et on voit bien que le problème de l'Asie s'est éloigné. D'autant plus, rappelons-nous, il y a quelques semaines, il a clairement dit aux Taïwanais qu'il n'était pas impensable qu'il les lâche en race campagne dès lors qu'il n'avait plus besoin de Taïwan pour faire pour avoir des puces. Premier point. Le deuxième point, à Taïwan, vous n'avez pas d'Américains. Il n'y a qu'un traité, il y a un accord de défense, mais il n'y a pas d'Américains à Taïwan. Donc ils vont rien lâcher. Je veux dire ils vont dire ben là on joue pas le traité, on joue pas les accords de défense. Donc encore une fois, je pense que c'est un jeu trouble en fait qui repositionne Xi Jinping sur sa zone d'influence asiatique, qui repositionne Trump sa zone d'influence américaine, et au milieu il a laissé le champ libre à Poutine. Xavier. L'été dernier, on a eu un petit indice. À chaque fois que le président taïwanais fait un déplacement important, une fois par an, il y a un stop aux États-Unis qui est en fait une escale technique. C'est pas du tout une escale diplomatique, c'est une escale technique. Son avion se pose et puis dans les salons de l'aéroport où il a atterri, il rencontre des officiels américains. Eh bien, l'été dernier, à l'occasion d'un de ses voyages, l'administration Trump lui a interdit de se poser aux États-Unis. Donc vous voyez que, alors que c'était vraiment une habitude, c'était quelque chose d'un peu ancré, à chaque fois il y avait le courroux des Chinois, mais ça se faisait. Là, ça ne s'est pas fait. C'est un indice comme quoi Taïwan n'est peut-être plus pour les Américains aussi important, aussi vital à défendre par rapport à leurs vraies préoccupations qui sont de plus en plus intérieures, comme on le disait tout à l'heure. Là, on se parle essentiellement de la chose militaire, mais Pierre-Antoine Denet, si on revient sur cette potentielle information qui consisterait à dire que la Chine aimerait exiger des États-Unis une non-reconnaissance de Taïwan contre un accord commercial. Là, on parle de gros sous. En effet, Trump, est-ce que ça peut l'intéresser? Est-ce qu'aujourd'hui, Xi Jinping n'a pas compris que sa meilleure chance diplomatique d'arriver peut-être à reprendre Taïwan d'une certaine manière, c'était Donald Trump? Écoutez, moi je dirais les choses de façon très simple, c'est que je pense que jamais Xi Jinping n'aurait rêvé du fait que Donald Trump lui offre tant de cadeaux depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier.
Jamais il n'aurait pu rêver que ce soit à ce point-là. Donc tout simplement, il part du principe que le temps joue pour la Chine. Et donc, plus le temps passe, plus on voit effectivement Trump mettre au second rang l'Asie dans son ensemble. Et l'un des exemples, il y a eu celui qui vient d'être décrit, qu'effectivement ce voyage d'ailleurs du président taïwanais a été purement et simplement annulé. Bien, mais au-delà, tout récemment, on a vu qu'une livraison de 400 millions de dollars d'armement américain avait été tout simplement, non pas supprimée, mais en tout cas retardée. Alors, elle est toujours sur la table, mais on voit très bien que Trump hésite parce qu'il veut cette rencontre avec Xi Jinping. Mais j'en viendrai au but réel de la Chine aujourd'hui. Le premier, c'est tout simplement d'éliminer l'influence américaine en Asie pour que la Chine puisse enfin devenir la vraie puissance asiatique qui domine tous les autres. Et après, pourquoi Taïwan? Alors bien sûr, il y a les semi-conducteurs, il y a la démocratie, c'est vrai, mais il y a un troisième plan qui, moi, me semble encore beaucoup plus important et plus grave, c'est que la situation géographique de Taïwan, quand on regarde sur une carte de la planisphère, c'est un verrou sur la première ligne des îles du Pacifique, qui, si ce verrou saute, pour l'Armée populaire de libération, c'est la porte ouverte vers le Pacifique. Il est quand même important de noter que sans les États-Unis, Taïwan, aujourd'hui, est littéralement à la merci de la Chine. On est d'accord, Sébastien Bies? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres puissances qui pourraient dire « je prends le relais de la défense de Taïwan ». Personne. On peut jamais dire jamais, mais en l'état, en tout cas, personne s'est manifesté. C'est sûr que depuis un demi-siècle, les États-Unis sont un peu le garant protecteur de tout cela. Encore une fois, j'insiste sur les aspects économiques. Le colonel a évoqué l'importance des microprocesseurs. On sait qu'il y avait une difficulté aux États-Unis de produire ces chips, au sens anglo-saxon du terme, et que les administrations précédentes, parce que c'est pas Trump qui a initié le mouvement, mais ont bien compris que pour se passer de Taïwan, en fait, il fallait surtout pouvoir être autonome sur les microprocesseurs. Et que, en effet, Taïwan a bien pris conscience en miroir que plus les États-Unis étaient capables de se passer des micro-puces et microprocesseurs taïwanais, moins on avait besoin, en fait, de s'occuper vraiment de ce qui allait se passer sur cette île. Et cette île est une île, j'insiste sur ce point, mais l'insularité de Taïwan reste quand même un point particulier. Comme toujours, la géographie explique beaucoup des manœuvres politiques et géopolitiques. Merci à tous les quatre. Merci également à Pierre-Antoine Donnet qui est à distance d'avoir été avec nous aujourd'hui dans LCI Direct. Dans un instant, vous retrouvez Amélie Carwer pour le grand dossier avec, vous l'avez entendu, ce Donald Trump qui, devant tout un parterre de hauts gradés américains, a dit « J'ai réglé plusieurs guerres, 8